Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers étudiants, après avoir vu la dernière fois donc la théorie des contraintes concernant tout ce qui est chargement, et on a vu comment on essaie d'équilibrer entre une charge extérieure et une charge intérieure, et un effort intérieur, ou bien une distribution d'efforts intérieurs sous forme de contraintes. On a vu qu'il y a deux possibilités, soit la charge et le volume, donc ce sont les équations différentielles d'équilibre, ou bien la charge de surface, et ce sont les conditions aux limites de chargement. Donc là, on va essayer de voir un petit peu les conséquences du chargement. Un chargement, lorsque vous avez vu, en général, lorsque vous aviez une poutre simplement appuyée soumise à une distribution d'efforts uniforme, d'accord? La première des choses, c'est que cette poutre, elle fléchit, d'accord? Elle fléchit jusqu'à une certaine valeur et elle s'arrête, d'accord? Cette valeur-là, vous avez appelé les valeurs limites ou bien les valeurs admissibles des flèches, et vous avez, elle vous a permis donc de définir une forme déformée de telle façon à ce qu'elle peut prendre en charge le changement extérieur. Bien sûr, toutes les structures se déforment, mais le plus important, c'est que leur déformation reste petite pour qu'on puisse les utiliser. Donc, notre but en génie civil, c'est ça. C'est charger et trouver une forme capable de prendre cette charge. C'est ça le but de tout le génie civil. C'est charger une structure et essayer de trouver une forme capable de supporter ce changement extérieur. Cette forme-là, on l'appelle une déformée. Elle peut s'exprimer sous plusieurs valeurs. Celle-là, par exemple, elle est exprimée sous forme d'un déplacement vertical que vous avez appelé flèche. D'accord? Et c'est une forme de déformée exprimée par des déplacements. C'est quoi? J'étais sur un point initial, d'accord, et je me retrouve dans un point final après déformation. Donc, la différence entre les deux me donne le déplacement ou bien la déformation. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette théorie de déformation. D'accord? Donc, j'avais un point initial, d'accord, à un t, t0, et je me retrouve à une position, donc, t quelconque du point considéré. C'est-à-dire que j'avais des coordonnées grand x, grand y et grand z, et je me retrouve avec des petites coordonnées, petit x, petit z. Donc, la différence entre les deux positions va me donner une déformée d'une façon générale. Bien sûr, ceci peut se faire à l'échelle du point, à l'échelle de la particule, donc, qui définit un chemin de déformation. Cette particule-là va être donc un point de notre structure de façon générale. Alors, comment définir maintenant une déformée? On peut le définir par un déplacement. Dans l'espace, ce déplacement-là, si je suis à un point quelconque avant déformation, je me retrouve à un point après déformation, bien sûr, ces deux points doivent se trouver sur des structures différentes. C'est juste pour simplifier la présentation qu'on a utilisé la même structure. Donc, je vais me retrouver en 1'. Bien sûr, 1' est un vecteur, c'est un vecteur de déplacement. Donc, ce vecteur est dans l'espace. Je peux le décomposer suivant x, suivant y et suivant z. Suivant x, on va l'appeler u. Suivant y, on va l'appeler v. Suivant z, on va l'appeler v. Bien sûr, puisque le point est quelconque, la déformation et le déplacement doivent être continus. Il faut que les trois u, v et w sont des fonctions continues en x, y, z. Ça, c'est ce qu'on appelle un déplacement, c'est changement de position. Deuxième possibilité, on a les rotations. Les rotations, c'est-à-dire, c'est tourner autour. Donc, le point qui était au coin ici devient ici dans un autre point. Donc, ces rotations-là, c'est autour d'un axe. Donc, je vais tourner autour d'un axe, que ce soit autour de l'axe X, autour de l'axe Y ou bien autour de l'axe Z. Trois composantes qui sont toujours des fonctions continues en X, Y et Z. Troisième type de variable qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle les extensions. Vous l'avez vu dans la traction simple, d'accord? Lorsque vous avez chargé une structure ou bien un poteau L0, vous l'avez chargé, vous avez constaté qu'il change de longueur, il devient L1. Il va s'élonger, donc s'allonger, et il va devenir L1. Bien sûr, position initiale, c'est L0, position finale, c'est L1, donc automatiquement, il y a une déformation ou bien un déplacement. La différence entre les deux, c'est le déplacement, L1 moins L2, et si vous exprimez cette différence par rapport à la longueur initiale, vous obtenez ce que vous avez appelé la déformation, donc la déformation longitudinale. D'accord? La même chose, on peut l'appliquer dans
mon point à 3 dimensions. Vous vous rappelez que c'est mon point dx, dy et dz, dans le repère x, y, z. Donc, si il va subir des allongements dans les 3 directions, il va s'allonger dans cette direction de ce déplacement, s'allonger de ce déplacement et s'allonger de ce déplacement. Or, on a dit ici le rapport entre le déplacement et la longueur initiale. Donc, si vous prenez epsilon dans la traction, vous l'avez appelé epsilon est égal à delta L, donc c'est le déplacement sur L0. D'accord? Ce qui veut dire que votre déplacement delta L, c'est epsilon fois L0. D'accord? À chaque fois. Donc ici, suivant x, le L0 c'est dx, le déplacement devient epsilon x dx. L0 c'est dy, donc c'est epsilon y dy et epsilon z, ça on appelle une extension, c'est un changement de longueur. Dernière variable qu'on peut utiliser dans la théorie des déformations, c'est les changements d'angle. Vous savez que si j'ai un angle à 90 degrés, après déformation, il peut faire ça. D'accord? Il peut changer, donc il va devenir donc une déformation d'angle avec un changement d'angle. C'était 90 degrés, donc il va être raccourci de ces valeurs-là. D'accord? Donc ces valeurs-là, epsilon y, alpha y, z et alpha z, y, si je vais les ajouter, on va l'appeler une déformation angulaire ou bien une distorsion. D'accord? Donc vous voyez, on a 3 déplacements, UVW, 3 rotations, oméga x, oméga y, oméga z, 3 extensions, epsilon x, epsilon y, epsilon z, et 3 distorsions, gamma xy, gamma xz et gamma yz. Ce sont les variables qui peuvent être utilisées pour définir un état de déformation complet. Voilà. Alors c'est quoi une déformation? C'est simple. Une déformation, donc, c'est ceci. Donc, à l'échelle, si vous voulez, microscopique, ce sont des petites particules qui vont changer de position. D'accord? Il était ici, donc la bleue devient ici et la rouge devient de l'autre côté. Ça, c'est l'extension. Le glissement, donc, elle se glisse, donc elle change d'angle, si vous voulez, à l'échelle de la particule. Mais à l'échelle macroscopique, donc, c'est toute la structure qui va s'étendre, quel que soit le point sur la section ici, donc il va subir la même élongation, et quel que soit le point qui va être sur la section, va subir la même distorsion gamma. Voilà. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle les déformations, tout ce qui est rigide, qui ne va pas se déformer, et tout ce qui est déformable donc, par rapport aux charges x. D'accord. Alors, on va essayer de voir quelles sont ces composantes et quelle est la relation entre ces différentes composantes. D'accord. Parlons de l'extension. Une extension, c'est appliquer une force de telle façon à ce qu'un point qui était ici, ou bien une distance qui était OA, le point qui a subi un déplacement U suivant X va subir un déplacement U plus DU sur DX dx à une distance dx. Donc si O à l'origine se déplace de U, le point A qui est situé à une distance dx va se déplacer de U plus DU sur DX dx. D'accord? La même chose si O se déplace de V suivant Y, le point ici, le deuxième point, donc va se déplacer de V plus dv sur dy, dy. Et si le point O subit un déplacement W, un point ici situé à dz, il va se déplacer de dw plus dw sur dz, dz. Voilà. Donc on a dit, si une fonction parcourt une distance, il faut l'augmenter par rapport à la distance possible. D'accord. Donc voilà, le point O se déplace de U, le point A se déplace de U plus du sur dx, dx. Donc la différence entre les deux, c'est le déplacement. Donc la longueur, elle s'est déplacée de du sur dx sur dx. Si vous voulez, c'est le déplacement. Si je le ramène, ça c'est le déplacement. Si je le ramène à la longueur initiale, j'obtiens une extension, bien une déformation longitudinale. Donc en simplifiant les dx, on obtient du sur dx, ce qui veut dire que epsilon x, c'est du sur dx. Le même raisonnement suivant y, il me donne epsilon y, c'est dv sur dy, et suivant dz, il me donne, suivant z, il me donne dw sur dz. Ça, c'est ce qu'on appelle les extensions ou bien les déformations longitudinales, suivant les longueurs. Deuxième type, ce sont les distorsions. Les distorsions ou bien les déformations angulaires. Ce sont des déformations angulaires. Ils se déplacent suivant le changement d'angle en général. Si je prends le plan YZ, c'est-à-dire de tout le point ici, je vais prendre donc cette partie-là, cet angle.
cette face-là, je vais la prendre pour l'étudier. Les deux autres faces donc, vont être de la même manière. D'accord? Si, normalement, j'ai AB et AC qui sont dx et dy, d'accord? Ils peuvent se déplacer suivant y de v et suivant x de u. D'accord? Ça, c'est x, ça, c'est y. D'accord? Et j'aurai donc A1 C1 et A1 B. D'accord? Après déplacement. Or, je sais que l'angle dû à la distorsion, que l'angle qui était à 90 degrés ne reste pas 90 degrés, il va être diminué de deux autres angles qui sont la distorsion, l'angle alpha YX et l'angle alpha XY. D'accord? Alors, il faut faire attention, je répète, je vais utiliser une fonction qui parcourt une distance. Quelle que soit la fonction qui parcourt une distance, je vais augmenter la fonction par rapport à la distance considérée. Donc, si A1, de A à A1, j'ai fait U, d'accord? Dans ce sens-là, je vais faire du sur dx, dx. Je vais ajouter la croissance. D'accord? Si je vais prendre ici de A à A1 V, d'accord? Il parcourt dx, j'aurai dv sur dx, dx. D'accord? Dx. Je répète, j'ai une fonction, elle parcourt une distance. J'ai une fonction v, elle parcourt une distance dx. Donc, ça sera v qui parcourt une distance dx, elle sera augmentée par rapport à x. dv sur dx, dx. Ça, c'est la distance v et ça, c'est la distance u. De l'autre côté, si j'ai u et je parcours dy, d'accord, j'aurai ici du sur dy, dy. Et si j'ai v et je parcours dy, j'aurai ici donc dv sur dy, dy. D'accord? Donc, vous voyez, je répète, vous prenez la fonction et vous allez considérer la distance laquelle elle va parcourir pour que vous puissiez l'augmenter par son accroissement. D'accord? Le reste, donc, c'est simple maintenant. Je cherche un angle alpha YX. Alpha XY, c'est des angles très, très petits. Donc, je vais les confondre avec leur tangente. C'est comme si je prends la tangente, c'est exactement la même chose, puisque c'est des valeurs très, très petites. Donc, la tangente de alpha XY, par exemple, c'est B' B seconde sur A1 B1 plus B1 B seconde. La tangente de alpha YX, c'est C' C seconde sur A1 C1 plus C1 C seconde. C'est ce qu'on a exprimé ici, donc, si vous voulez. Et on aura donc B' B seconde, c'est, pardon, ces termes-là ne sont pas sortis, ça c'est dx, ça c'est dx, ça c'est dy, ça c'est dy, pardon. D'accord? Donc, B', B seconde, c'est celle-là, c'est dv sur dx, dx. Et A1, B1, c'est dx, plus B1, B seconde, c'est du sur dx, dx. Donc, ça sera dx plus du sur dx, dx. D'accord? Je simplifie par les dx. Il me reste dv sur dx, 1 plus du sur dx. Or, on a dit que du sur dx, c'est epsilon x. Or, epsilon x, c'est une déformation longitudinale. L'ordre de grandeur d'une déformation générale, il est très, très petit devant 1. D'accord? Donc, 1 plus 0,001, c'est à peu près 1. Ça nous donne donc alpha xy qui est égal à dv sur dx. De la même manière, si je prends alpha ici, x, alpha yx, ça c'est alpha xy, d'accord? J'aurai cette partie-là, donc, c' c seconde sur A1 C seconde. C' C seconde, c'est du sur dy, dy. Et A1 C seconde, c'est dy plus dv sur dy, dy. D'accord? La même chose. Je simplifie par dy. J'aurai donc 1 plus dv sur dy. Or, dv sur dy, c'est epsilon y. C'est la déformation longitudinale qui est toujours très petite devant 1. Donc, je simplifie et j'aurai donc ça, c'est simplifié. Ça, c'est simplifié. J'aurai ici du sur dy. D'accord? Donc, la distorsion, on a défini, c'est la somme des deux angles. Ça sera alpha xy plus alpha yx, c'est du sur dy plus dv sur dx. D'accord? On l'appelle déformation angulaire, déformation transversale ou bien distorsion. Si je prends les deux autres plans, j'aurai la même manière, de la même manière. Donc, c'est xz, xz c'est du sur dz plus dw sur dx, et yz, c'est dv sur dz plus dw sur dx. Il faut croiser donc par rapport au valeur. Voilà. Donc finalement, on a 6 contraintes et 6 déformations. On va les mettre dans une matrice pour exprimer ce qu'on appelle un tenseur des déformations. Epsilon x,
1 demi de gamma xy, 1 demi de gamma xz, 1 demi de gamma xy, epsilon y, 1 demi de gamma yz, 1 demi de gamma xz, 1 demi de gamma yz et epsilon. Bien sûr, le tenseur est symétrique. Alors, on constate qu'il y a un 1 demi ici dans le tenseur de déformation. Pourquoi ce 1 demi dans les distorsions, uniquement dans les distorsions? C'est simple. Si vous revenez aux déformations, regardez, les distorsions, on a utilisé deux termes, du sur dy et dv sur dx, alors qu'en distorsion, en extension, pardon, on a utilisé un seul terme, c'est du sur dx. D'accord? Donc, pour uniformiser le tenseur, ça c'est un seul terme, c'est une seule dérivée, ça c'est deux dérivées, d'accord? C'est comme si je vais prendre la moyenne de ces deux et je vais dire que c'est une distorsion. C'est pour ça qu'on utilise le 1 demi, c'est pour que ça soit correct entre les epsilon et les gamma. Voilà, c'est la seule explication. Voilà. Donc le tenseur de déformation, il a 6 déformations, ce qui veut dire dans un point quelconque, on doit avoir 6 déformations, 3 déformations longitudinales et 3 déformations angulaires. D'accord? Donc là, c'est des applications de notre tenseur. La même chose, comme on a dit, la théorie des contraintes, on peut calculer les contraintes et directions principales. La même chose dans la théorie de déformation, on peut calculer les déformations et directions principales. D'accord? Par exemple, ça c'est epsilon 2, ça c'est epsilon 3, c'est-à-dire que j'ai 3 déformations principales. Une déformation est principale lorsque les distorsions ou bien les déformations angulaires correspondantes sont nues. D'accord? Une déformation, ça c'est epsilon 2. La distorsion correspondante est nulle donc de cette déformation normale. D'accord? Donc le calcul se fera de la même manière comme celui des contraintes principales. On essaie de résoudre ce système, sauf qu'on a 4 inconnus, epsilon, L, M et N, alors qu'on a 3 équations. Donc si on a 4 inconnus, on a appelé ça dans la théorie des contraintes un problème propre, c'est-à-dire 4 inconnus et 3 équations, ce qui veut dire que je vais supposer que epsilon est connu et je vais calculer Lm et j'essaie de calculer Lm. Comme le système est homogène, donc la seule vérification qui doit se faire, c'est lorsque le déterminant est égal à 0 ou bien différent de 0. On a dit, s'il est différent de 0, la solution unique Lmn, c'est égal à 0. Or, c'est impossible parce que L au carré plus M au carré plus N au carré doit être égal à 1. Donc, il me reste la solution, deuxième solution, où le déterminant est nul. Si le déterminant est nul, ça veut dire que j'ai une infinité de solutions. Or, de toute cette infinité de solutions, ce qui m'intéresse, ce ne sont que les solutions qui vérifient L au carré plus M au carré plus N au carré est égal à 1. Voilà. Donc, la même chose que celui des tenseurs des contraintes. Vous voyez, donc, là, le calcul de ce déterminant me donne une équation caractéristique du troisième degré en epsilon. Epsilon 3 moins I1, epsilon 2 plus I2, epsilon moins I3. Et on a dit que I1, I2, I3 sont des invariants. Le premier est linéaire, le deuxième quadratique et le troisième est cubique. D'accord? La solution, bien sûr, un invariant pour rappel, c'est une quantité qui ne change pas lorsqu'on change la direction de notre repère. La solution de cette équation 3,7, qui est un polynôme du troisième degré, me donne deux solutions, epsilon 1 plus epsilon 2, epsilon 3, qui sont les déformations principales. Donc maintenant que j'ai les valeurs de epsilon 1, epsilon 2 et epsilon 3, je reviens en arrière, d'accord, et j'essaie donc de déterminer à partir de l'équation 3.5, pour chaque valeur de epsilon, j'essaie de calculer Lm et N, qui est le vecteur, ou bien la direction principale de la déformation principale. Donc pour chaque déformation principale, on doit avoir donc un vecteur ou bien une direction principale. C'est comme ça qu'on fait le calcul des valeurs et vecteurs donc principaux. Alors, la même chose comme celui des contraintes, tenseur des déformations, lui-même peut être décomposé en tenseur sphérique et en tenseur déviatorique, avec un tenseur sphérique qui est égal à la même valeur epsilon m, qui est la moyenne donc des déformations, par exemple principales ou bien des déformations longitudinales, ce qui est donc nous donne l'invariant 1 sur 3. Ça, c'est la valeur moyenne, la déformation moyenne. Ce qui reste, parce que epsilon d va être égal à epsilon moins epsilon m. Epsilon s, pardon. Epsilon d, c'est epsilon moins epsilon s. Comme j'ai sur la diagonale, il va y avoir uniquement
les thèmes de la diagonale qui vont changer. Donc, là, la même chose, un tenseur déviatoire X, c'est lorsque la somme des éléments de la diagonale sont nuls, on appelle ça une trace des éléments de la diagonale. Par contre, la trace de epsilon S, c'est égal à la trace du tenseur initial epsilon. Donc, de la même manière, les déformations principales de epsilon D se calculent à partir des déformations principales de epsilon I, à laquelle on ajoute, donc, pardon, ça c'est un moins, c'est pas un plus. C'est un moins, puisque c'est les déformations initiales moins la déformation moyenne. Et par contre, les directions principales de epsilon D sont les directions principales de epsilon. Voilà. Maintenant, pour les rotations, le tenseur de rotation, alors la rotation, bien sûr, ce n'est pas une distorsion. La rotation, les deux tournent autour de l'axe, mais le 90 degrés est respecté. Donc, il n'y a pas de changement dans le 90 degrés par rapport à la distorsion. 90 degrés qui est là et là, donc c'est la même chose. Donc, ce n'est pas une distorsion, c'est tourner autour du troisième axe. Si je suis dans le plan XY, je tourne donc dans le plan par rapport à l'axe Z. Bien sûr, celui-là va vers le bas, donc il va descendre. Donc, c'est moins dV sur dx, dx. Et celui-là vers le haut, donc vers le positif, c'est du sur du. Donc, vous voyez que ça, c'est un déplacement U. Vous voyez qu'il change suivant la direction X, donc c'est U, en parcourant une distance dy. Voilà, c'est U, du sur. Celui-là, donc, c'est le déplacement. Le point était ici, il devient ici. D'accord, c'est le déplacement V en bas avec un signe moins qui va parcourir une distance dx, au moins dv sur dx. D'accord. Si vous faites donc la somme des deux pour vous donner la rotation, vous aurez wxy, c'est 1 demi de dy sur dy moins dv sur dx. Bien sûr, le tenseur de rotation, il est construit. Il n'y a pas de rotation suivant les diagonales et il y a des extra diagonaux, donc qui sont des rotations. On remarque que les termes extra-diagonaux sont égaux, mais de signe opposé, on dit que le tenseur est antisymétrique. C'est le seul tenseur qui n'est pas symétrique dans la théorie de la système. Voilà. Alors, maintenant, on revient en arrière, juste en arrière, pour dire que j'ai des déformations, d'accord, qui dépendent des déplacements. Si j'ai le déplacement, je peux calculer facilement la déformation parce qu'il suffit de vérifier. Maintenant, si j'ai la déformation, je dois intégrer ceci, par exemple, pour déterminer le E. Je dois intégrer ceci pour déterminer le E. D'accord? Or, en intégrant, mathématiquement, il y a toujours des valeurs qui s'ajoutent. Ce qui veut dire que pour une déformation, je risque de ne pas avoir un seul déplacement unique lorsque j'intègre. Si j'ai un déplacement, j'obtiens la déformation, il n'y a pas de problème, je dérive. Mais si j'ai une déformation, je risque d'avoir plusieurs déplacements en même temps. D'accord? Ça, c'est un problème parce qu'en un point quelconque, je ne peux pas avoir plusieurs déplacements. Si je suis dans ceci, je reviens à ma poutre, d'accord? Si mon point se déplace ici, je ne peux pas avoir plusieurs déplacements sur le même point. Sinon, donc, je n'assure pas la continuité. Je ne peux pas avoir ça et ça en même temps. C'est-à-dire, ici, mon point, avec le même point, qui a un déplacement différent. Si je reprends la poutre. Donc, dans la même section, je ne peux pas avoir donc deux déplacements différents parce que je dois assurer la continuité. D'accord? Ça, c'est un problème discontinu qui doit être résolu et je dois assurer la continuité. Pour assurer la continuité, en théorie des déformations, on appelle ça donc ce qu'on appelle les équations de compatibilité. Les équations de compatibilité, ce sont des conditions qu'il faut vérifier absolument pour que votre déplacement vous donne exactement votre déformation et votre déformation vous donne exactement votre déplacement. Il n'y a pas plusieurs déplacements, il n'y a pas plusieurs déformations. Il y a un déplacement qui vous donne une déformation, il y a une déformation qui vous donne un déplacement unique. D'accord? Ces équations de compatibilité, c'est simple. Il suffit donc de les vérifier par la suite. Ces 6 équations donc vérifiées. Si on arrive à les vérifier, ça veut dire qu'on a un déplacement unique dû à une déformation, ou bien on a une déformation unique due à un déplacement. D'accord? Ce sont des équations de ce type. Dans la démonstration, c'est simple. Donc, on a essayé de démontrer, donc, vous voyez,
Ça, c'est D2 epsilon x sur dy2 plus D2 epsilon y sur dy2, D2 gamma xy sur dy. Ces trois équations sont les mêmes. Les trois autres sont les mêmes. Donc, si on veut les démontrer, vous aurez donc la démonstration par la suite. Elle est très claire. Donc, je pense qu'on peut la suivre facilement. Epsilon x, c'est du sur dx. Si je dérive deux fois du epsilon x par rapport à y, j'obtiens donc 3 fois u par rapport à x et par rapport à y, deux fois. D'accord? Si epsilon y, c'est dv sur dy, si je dérive epsilon y par rapport à x deux fois, ça veut dire que je dérive 3 fois v, y et x2. Je fais la somme des deux et ça va me donner donc exactement d2 gamma xy sur dxy ou gamma xy, c'est du sur dy plus dv sur dx. Si je veux dériver gamma xy par rapport à xy, celle-là par rapport à xy, ça devient x et y2. Celle-là par rapport à xy, ça devient x et y. Et j'obtiens donc la somme de ces deux-là. Ce qu'il faut démontrer. Pour les deux autres, c'est la même chose. Par contre, pour ceci, ces trois autres, donc, la même chose. Donc, c'est exactement la même chose. On part des définition de epsilon x, de gamma xy, gamma xy et gamma z, et on essaie donc de les combiner de telle façon à ce qu'on retrouve une égalité. D'accord? Voilà, je ne vais pas donc trop détailler sur ça. Je pense que la démonstration, elle est directe. Ça, c'est les équations de compatibilité qu'il faut absolument vérifier lorsque vous obtenez un champ de vecteur ou bien un champ, pardon, de déformation à partir d'un champ de déplacement ou bien l'inverse. Alors, l'autre application, c'est lorsqu'on a une augmentation du volume. C'est-à-dire qu'on a un volume initial et que ce volume initial va être augmenté dans les trois directions de façon donc volumique. D'accord? Cette valeur-là, cette notion de changement de volume, elle est très importante en mécanique des sols, en géotechnique en général, parce que les volumes se changent dans les trois directions, si vous voulez considérer. Donc, on a vu notre point. Notre point, c'est avec un volume initial dx, dy, dz, et lorsqu'il change de volume, suivant x, il va être augmenté de epsilon x, dx, suivant y, de epsilon y, dy, suivant z, de epsilon z, dz. Donc, on a un volume initial, c'est dx, dy, dz. On a un volume final, donc c'est le produit des trois côtés, dx plus epsilon x, dx, fois dy plus epsilon y, dy, fois dz plus epsilon z, dz. D'accord, on obtient un volume. Donc, on a volume final, volume initial. On peut faire la différence des deux pour obtenir la variation du volume. Et si je ramène au volume initial, ça me donne donc une déformation volumique. D'accord? Ça, c'est simple. Cette déformation volumique, bien sûr, on va simplifier tout ce qui est produit de déformation. Par exemple, epsilon x fois epsilon y, c'est négligé parce que on dit epsilon x, elle est très petite. Si je l'élève au carré, elle est encore très petite. Si je l'ai encore élevé au cube, c'est encore très très petit. Et on va simplifier, ça va nous rester donc cette somme-là qui est la dilatation volumique ou bien ce qu'on appelle la déformation volumique qui est égale au premier tenseur, pardon, au premier invariant I. Voilà. Voilà. Pour bien comprendre un petit peu ce changement volumique, d'accord, on a dit que le tenseur en général, il est composé d'un tenseur sphérique et d'un tenseur déviatorique, c'est-à-dire tout ce qui est tenseur déformation, il peut être sphérique et il peut être déviatorique. Le sphérique, il va changer le volume, donc c'est la dilatation volumique. Par contre, le déviatorique, il va changer la forme. Au lieu de rester donc un cercle, il va changer la forme et devient donc une forme quelconque. Alors que le sphérique, il va juste changer la taille donc, du volume, du volume homogène. D'accord? Donc, voilà, un tenseur quelconque. Sa partie sphérique change de volume à forme constante. Par contre, sa partie déviatorique change de forme à volume constant. Voilà. De la même manière, lorsqu'on a vu la théorie des contraintes, on a parlé d'une ellipsoïde des contraintes. D'accord? La même chose, on peut définir une ellipsoïde des déformations. C'est-à-dire, quel que soit le vecteur de déplacement défini par ces trois composantes UV et W, d'accord, si je change l'orientation de ma face, d'accord, le vecteur de déplacement va toujours se trouver sur une surface
ellipsoïde qu'on appelle la surface des déformations. Bien sûr, les axes de cette ellipsoïde sont les déformations principales, epsilon 1, epsilon 2 et epsilon 3. D'accord. Quelques applications de ce tenseur, donc ce qu'on appelle le glissement le glissement pur et glissement simple, d'accord. De la même manière, lorsqu'on a travaillé sur les cisaillements, on parle du glissement parce que le cisaillement est lié au glissement, d'accord. Dans un repère quelconque, d'accord, c'est epsilon et epsilon. C'est le même epsilon des deux qui est un glissement, d'accord. Par contre, dans un repère principal, si vous avez deux déformations principales égales et de sens opposés, ça veut dire que c'est un glissement. D'accord, il est défini par un glissement. Si vous avez donc deux déformations principales, ça c'est le repère principal, parce que toutes les distorsions sont nulles. Ces deux déformations principales sont égales et de sens opposés, ça veut dire que c'est un glissement, donc, puisqu'il se retrouve ici en gamma, ici. Voilà. Là, la même chose, donc, concernant le glissement simple et glissement pur. On a vu qu'en général, le glissement est maximal lorsqu'il est à 45 degrés, comme celui des cisaillements lorsqu'il est à 45. Voilà, donc, je vous remercie. Je termine cette partie-là, chapitre 3, donc, concernant la théorie des fonctions. Bien sûr, la prochaine présentation, c'est maintenant, on connaît la contrainte avec 6 composantes. On connaît la déformation avec 6 composantes dans un point quelconque. On va essayer de les relier. D'accord? La liaison entre les deux, vous l'avez vu en théorie en traction et compression principale, c'est la fameuse loi de Hooke qui utilise le module de Young pour pouvoir les relier. La même chose aujourd'hui, à la prochaine fois. On va essayer de lier les 6 composantes de contrainte aux 6 composantes de formation. On l'appelle la loi de Hooke générale qui nécessite théoriquement 36 constantes pour les relier. Voilà. Je vous remercie donc et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci.